Face à une épidémie qui semble repartir, le gouvernement a-t-il une stratégie? C'est la question qu'on se pose tout de suite dans cette vidéo. Taux d'incidence record, explosion du nombre de foyers épidémiologiques, les fameux clusters, nombre d'hospitalisations et de décès en hausse. Si l'on est encore loin de la situation de mars dernier, il semblerait qu'on n'ait pas fini d'entendre parler de la Covid-19, une réalité inquiétante à en croire les autorités scientifiques, qui a contraint le Premier ministre Jean Castex à une série d'annonces publiques. Alors, face à une situation sanitaire qui semble se dégrader, quelle est la stratégie du gouvernement? A-t-il d'ailleurs une stratégie à proprement parler? La France est-elle prête à affronter une deuxième vague si celle-ci venait à se présenter? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Le président de la République réunit demain un conseil de défense afin de déterminer quelles seront les mesures prises pour ralentir l'épidémie, qui progresse en France à un rythme soutenu. Celle-ci fait apparaître une dégradation manifeste. Le virus circule de plus en plus en France. Nous constatons désormais une hausse des hospitalisations, une hausse des admissions en réanimation, plus de 80 réanimations hier, 30 sur les seuls hôpitaux parisiens, parce que c'est le reflet de la situation épidémique d'il y a 2 semaines, d'il y a 3 semaines. Et j'ai eu l'occasion de le dire, ce nombre va augmenter dans les prochains jours, c'est mécanique. Le combat est bien sûr celui de la responsabilité individuelle de chacun. Par nos gestes, par nos comportements, nous devons veiller à lutter contre la Covid-19. Le masque n'est pas le problème, monsieur le journaliste. Le masque, c'est juste pour embrouiller les Français, pour leur faire peur, pour les pénaliser, vous savez, avec les amendes. Vous le portez le masque ou pas? Ah non, pas du tout. Mais c'est parce que c'est angoissant. Enfin, on respire pas dedans. Voilà, le masque, c'est un rituel des pédos sataniques. Vous savez ça? Un acte de soumission. D'accord? J'ai une vision globale des choses. Des files d'attente qui n'en finissent plus de s'étirer devant les laboratoires et un nombre limité à 200 patients testés par jour pour ce centre parisien. C'est plus compliqué qu'il y a 3 semaines ou 1 mois. Et la situation ne devrait pas s'améliorer avec la pénurie de réactifs. À Marseille aussi, le nombre de contaminations monte en flèche. 275 pour 100 000 personnes. À l'hôpital de la Timone, la situation se tend au fur et à mesure que les lits se remplissent. Si je comprends bien qu'on est dans une situation de bombe à retardement, là qu'il faut prendre absolument des mesures si on ne veut pas se retrouver dans une situation extrêmement dégradée. C'est ça que ça veut dire? Oui, ça veut dire un peu ça. C'est-à-dire que toute mesure, toute décision qui sera prise par le politique, puisque ce sont eux qui prennent ce type de décision, mais en gros 3 semaines avant d'avoir un retentissement. C'est-à-dire qu'une décision qui est prise maintenant, elle va avoir des conséquences, entre guillemets, et un effet bénéfique, évidemment potentiel, uniquement à partir de début octobre. C'est-à-dire que plus on attend pour prendre une décision, plus on va se trouver dans une situation où il y aurait eu une sorte d'emballement du virus. Des décisions douloureuses à prendre pour faire face à la situation sanitaire. Pour Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique chargé d'orienter le gouvernement dans sa lutte contre la Covid, voilà qui apparaissait jeudi 10 septembre comme une nécessité. Dans ce contexte, les annonces publiques que le Premier ministre Jean Castex était supposé faire le lendemain, vendredi 11 septembre, étaient donc particulièrement attendues. Pourtant, de ces annonces, ce sont au final très peu de décisions marquantes qui peuvent être retenues. En réalité, il s'agit moins de nouvelles mesures que de la réaffirmation de la stratégie qui est celle du gouvernement depuis le mois de juillet. Une stratégie basée principalement sur 2 aspects. Premièrement, l'appel à la responsabilité des individus dans le respect du port du masque et des gestes barrières, présentés comme le moyen le plus efficace d'empêcher la contagion. Deuxièmement, le transfert aux préfets, représentants de l'État dans les départements, de toute responsabilité dans le choix de dispositifs contraignants pour les individus. L'État, lui, se bornant à proposer des tests Covid sur la base du volontariat et à imposer une période de quarantaine en cas de test positif, une période réduite à 7 jours contre 14 précédemment. Et ce qui, avec ces annonces, peut sembler étonnant, c'est bien leur décalage avec un discours particulièrement alarmiste sur le fond.
Car lors de son élocution, le Premier ministre n'a eu de cesse d'insister sur les dangers guettant les Français et sur la dégradation de la situation. Pour autant, il ne prend aucune mesure concrète, se reposant encore une fois sur la responsabilité de chacun. J'en appelle aujourd'hui solennellement au sens des responsabilités de chacune et chacun d'entre vous. Nous ne parviendrons à enrayer cette reprise de l'épidémie qu'en étant tous vigilants et solidaires. Malheureusement, cet appel n'est clairement pas à la hauteur, pour la simple et bonne raison que les individus n'ont pas la main sur les lieux qu'ils fréquentent. Cela semble évident, mais au travail, dans les transports en commun ou dans les universités, la proximité physique propre à favoriser la contagion constitue rarement un choix individuel. Au moins une douzaine de foyers épidémiques étudiants recensés à ce jour dans l'Hexagone. À Rennes ou à Montpellier, des dizaines de cas positifs identifiés. À Rennes, Strasbourg ou encore à Bordeaux. Face à toutes ces fermetures, la ministre de l'Enseignement supérieur a publié ce communiqué. Les dernières données confirment que la multiplication de nouvelles contaminations est majoritairement liée à des rassemblements privés, soirées étudiantes, privatisation de bars. Il serait dommage de voir tous nos efforts de ces derniers mois anéantis par un manque de vigilance, avec des conséquences importantes. C'est Macha qui nous interpelle. Pourquoi personne ne parle de la situation dans les universités? On nous impose le port du masque dans la rue et en même temps on entasse des étudiants dans des salles mal ventilées avec 40 chaises côte à côte. Les entrées et les sorties des cours et de TD se font en même temps, 80 personnes qui se croisent dans un couloir serré. Il serait dommage de voir tous nos efforts de ces derniers mois anéantis par un manque de vigilance. Alors ces étudiants trouvent quand même qu'ils sont les grands oubliés de cette rentrée. En primaire par exemple, ce sont des classes de 25, on va dire 20, 25 en général, et tout s'arrête à la moindre alerte. Alors pourquoi dans les facs est-ce qu'on peut agglutiner 150 élèves dans une salle sans le moindre respect des gestes barrières? Ça c'est une bonne question. Et même au-delà de cette question de bon sens, dans la mesure où c'est la santé publique qui est en jeu et pas simplement celle de l'individu, tout ramener à un choix personnel semble assez irresponsable. Si, comme le montre le gouvernement dans son dernier clip, les événements regroupant du public peuvent tuer, c'est peut-être qu'ils ne doivent pas se tenir plutôt que de les autoriser pour ensuite pointer du doigt les participants. Salut Antoine. Salut Alice. Ça va? Et toi? Ça tombe bien que tu sois là. Ce serait pas mal qu'on se voit avant la réunion de 16h. On peut tous être touchés, alors on doit tous se protéger. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Et alors, qui contrôlera? Et y aura-t-il des sanctions pour les salariés ou les chefs d'entreprise si les obligations ne sont pas respectées? Et moi, je compte d'abord avant tout sur la responsabilité de chacun. Pour autant, le gouvernement ne dit pas non plus qu'il ne faut prendre aucune mesure concrète. Simplement, il demande au préfet, dans chaque département, de prendre ces mesures à sa place. Mais cette décision a de quoi surprendre, car en réalité, de Bordeaux à Marseille, les causes de contagion sont les mêmes. Difficile donc de comprendre pourquoi l'État n'a pas fixé au moins un protocole national à décliner localement en fonction du taux d'incidence du virus, soit le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants. Cela aurait été bien plus efficace que de laisser chaque préfet composer son propre plan et aurait en outre eu le mérite d'assurer une égalité de traitement des Français. Mais au final, la seule mesure concrète appliquée sur l'ensemble du territoire qui ressort des annonces gouvernementales, c'est bien l'assouplissement de la durée de la quarantaine. Une décision qui, il faut l'avouer, envoie aux Français un message complètement contradictoire. La situation se dégrade, donc les règles deviennent moins strictes. Comment de cette manière peut-on attendre des gens qu'ils prennent les choses plus au sérieux quand les actes gouvernementaux tendent à minimiser la réalité des risques? Comment ne pas accentuer ainsi la défiance envers la parole officielle alors que cette parole entre en contradiction avec les décisions prises? À croire que depuis l'époque où sa porte-parole nous vantait l'inutilité des masques, le gouvernement n'a rien appris de ses erreurs. La solution la plus simple et la moins contraignante, on la connaît, c'est appliquer scrupuleusement les gestes barrières. Cela dépend fondamentalement de nous. Je précise que pour aller sur le tour, comme le prévoyait le protocole, je m'étais fait tester, que j'ai évidemment porté un masque tout le temps, que je me suis efforcé de respecter les gestes barrières, que je vais donc immédiatement subir un test moi-même. Respectons les gestes barrières, les consignes sanitaires, et ainsi de réduire la pression sur les services de réanimation pour qu'ils puissent mieux accueillir, mieux soigner. Ce matin, à travers le... Si quelqu'un me donne un verre d'eau, je retrouve ma voix.
Dans cette rue commerçante de Marseille, ces CRS, venus en renfort des autorités locales, n'hésitent plus. Le non-port du masque vous coûtera désormais 135 €. On le voit, l'attitude du gouvernement, en contradiction avec son propre discours alarmiste, ne semble pas démontrer l'existence d'une stratégie sanitaire cohérente au sommet de l'État. Mais peut-être en vérité, ne pouvons-nous pas résumer tout cela à un mélange d'irrationalité et d'amateurisme? Car on le sait, la question sanitaire n'est pas la seule préoccupation d'un gouvernement qui, il y a encore une semaine, donnait la priorité aux questions économiques. Sans doute faut-il voir dans les tergiversations de Jean Castex une tentative de faire cohabiter ces deux grands impératifs. Un « en même temps » toutefois risqué, quand on se souvient que c'est la non-prise au sérieux de l'épidémie qui, au printemps dernier, a fini par rendre le confinement inévitable. Mais une autre explication existe. Difficile, en effet, de ne pas voir dans l'invocation constante de la responsabilité des individus une tentative de décliner toute responsabilité en cas de reprise de l'épidémie. Et difficile de ne pas voir dans la décision de confier au préfet la responsabilité des choix douloureux une tentative de se dédouaner de toute mesure à même de mécontenter une partie de la population. Pourtant, fuir ses responsabilités pour ne mécontenter personne peut être la meilleure manière de fâcher tout le monde, surtout dans un contexte difficile où la majorité attend du courage et non de la lâcheté de la part de ses dirigeants. Nous sommes dans le pays où il y a les plus grands services hospitaliers, nous faisons des choses extraordinaires. À Pompidou, il y a le cœur artificiel et nous n'avons pas de masque. Je disais il y a 2 jours que c'était une économie de santé de pays sous-développés, mais je pense que je n'ai pas tort. C'est un très lourd tribut qui est payé par la grande famille des médecins aujourd'hui dans notre pays. Mais ça veut dire, Olivier Véran, qu'aujourd'hui, les soignants qui sont confrontés dans les établissements hospitaliers ou en ville à des patients atteints de coronavirus ne sont pas suffisamment équipés, protégés et peuvent donc, comme ça semble être le cas en l'espèce, contracter la maladie eux-mêmes. Ce que nous savons pour la France comme pour les pays étrangers, c'est que la plupart des soignants qui vont contracter la maladie virale ne vont pas la contracter dans le cadre de leur mission hospitalière, mais en dehors des missions hospitalières. C'est pour ça, par exemple, que nous mettons tout en œuvre pour pouvoir assurer des transports individualisés pour des soignants dans les hôpitaux, dans les grandes métropoles. C'est pour ça que nous donnons aussi des indications à l'ensemble des soignants comme à l'ensemble des Français sur le respect des gestes barrières, du lavage des mains, de la protection individuelle et collective. Enfin, on ne peut s'empêcher de déceler une motivation idéologique dans le choix de transférer la responsabilité des décisions difficiles au préfet. On le sait, le gouvernement de Jean Castex s'est donné pour mission d'accélérer la décentralisation de la France, c'est-à-dire le transfert de compétences aux collectivités locales, un sujet qu'on abordera sans doute très prochainement ici même. Limiter le rôle de l'État et donner davantage de responsabilités au préfet, c'est d'une certaine manière expérimenter cette politique. Le problème, c'est que c'est le faire dans les pires conditions, celles de l'urgence, là où, comme nous l'avons vu, une politique décidée nationalement et déclinée localement serait bien plus efficace. Profiter d'une situation de crise pour expérimenter de nouveaux outils et refuser de faire usage de ceux qui ont fait leurs preuves, le tout alors que des vies humaines sont en jeu, peut-être est-ce au final encore plus irresponsable qu'on ne pouvait le penser au premier abord. Voilà le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a semblé intéressante, vous a permis d'y voir plus clair dans la stratégie ou dans la non-stratégie du gouvernement, n'hésitez pas à la partager au maximum auprès de votre entourage et à faire connaître notre travail autour de vous. On remercie ici tous les tipeurs qui nous permettent de faire ce travail de manière totalement indépendante. Depuis la semaine dernière, vous êtes plus d'une 50aine à avoir rejoint la communauté des tipeurs et à contribuer ainsi à hauteur de quelques euros par mois à la vie et au développement du fil d'actu. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce qu'au fil d'actu, vous êtes notre seule source de revenus. C'est grâce à vous qu'on paye l'équipe, c'est grâce à vous qu'on peut faire ce travail et c'est grâce à vous qu'on est en capacité de développer de nouveaux projets, le tout sans jamais dépendre d'annonceurs ou de producteurs, sans jamais avoir à négocier notre ligne éditoriale et en s'assurant que nos contenus demeurent accessibles au plus grand nombre. Donc merci infiniment à tous les tipeurs, les anciens et les nouveaux, c'est grâce à vous qu'on est là et c'est grâce à vous qu'on continuera à être là pour donner du sens à l'information. Évidemment, si vous aussi vous voulez contribuer à l'existence et au développement du fil d'actu et que vous en avez les moyens bien sûr, vous pouvez rejoindre la communauté des tipeurs en cliquant sur le lien vers la page Tipeee en description de la vidéo.
Pour le reste, évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Et d'ailleurs, si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à nous dire pourquoi aussi en commentaire. C'est toujours intéressant d'entendre les points de vue de chacun. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle publication. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.